Toutes nos histoires sont tirées de faits réels. Et pour préserver l'anonymat des protagonistes, des comédiens interprètent leur rôle. Quand Marc, un étudiant de 19 ans, fait la connaissance de Constance sur les bancs de l'université et qu'un amour partagé s'épanouit, il est loin de se douter que Jean-Louis Charnet, le père de sa fiancée, a une personnalité très particulière. Il va le découvrir lors d'un week-end de chasse en Sologne. Ce qui ne devait être pour l'étudiant qu'une agréable promenade en forêt se transforme bien vite en terrifiant cauchemar. Marc Picard est étudiant ici, dans cette université. Il y a 2 ans, Constance, sa petite amie de l'époque, l'invite à un week-end à la chasse pour rencontrer son père. Marc n'aime pas la chasse, mais il veut faire plaisir à son futur beau-père. On était assez nombreux ce week-end-là, peut-être une quinzaine. Moi, j'avais pas particulièrement l'intention d'aller chasser, mais comme c'était le sujet de conversation préféré de Charnet, j'ai voulu faire bonne figure. Et puis Constance venait avec nous, alors ça me rassurait. Alors je me suis habillé chaudement, j'ai enfilé mon blouson et je les ai rejoints. Vu leur réaction, j'aurais mieux fait de faire demi-tour tout de suite. Le père de Constance est le genre de chasseur qui ne comprend pas qu'on n'aime pas la chasse. La rencontre avec l'étudiant a été difficile. Bah là, quand le gamin est arrivé avec sa tenue, là, au début, nous, on a bien rigolé avec les copains. Là. On était tous là, on l'attendait, on l'a vu arriver avec son blouson rouge, là. Ça va, faut être sorti de la cuisse de Jupiter pour savoir qu'on va pas à la chasse avec un blouson rouge, quoi. On aurait dit un épouvantail sur pattes, quoi. Ça va, quoi. Constance se souvient de cet épisode. J'étais mal pour lui, hein. On peut pas dire que les amis de mon père soient des modèles de finesse, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant un quart d'heure, ils se sont déchaînés. Et machin, t'as qu'à partir de l'autre côté avec Rougeau, tu rabattras le gibier vers nous. Et petit, tu t'es cru la chasse à court ou quoi? Bon, c'est vrai que c'était de ma faute, je l'avais pas prévenu. Hein. Mais j'étais vraiment pas bien pour lui. Hein. J'étais presque aussi rouge que mon blouson. Et puis je voulais pas me laisser humilier comme ça, là, devant Constance. Alors moi, j'ai pris le fusil que Charnet m'avait préparé, j'ai grimpé dans la voiture et j'ai attendu que tout le monde s'en fasse autant. Et puis ils sont tous montés, on est partis vers la forêt. Bah, au début, de toute façon, on était tout le temps un groupe de chasseurs, on se retrouvait tout le temps ensemble, donc le but, c'est aussi de rester ensemble, quoi, c'est clair. Bah là, ça gigotait, ça parlait, personne tirait. Bah, la chasse, c'est la chasse, quoi. Moi, je veux bien qu'on fait une partie de rigolade et qu'on soit là pour s'amuser, mais ça fait partie aussi de la chasse. Là, en 1 heure, on n'avait rien tiré. Au bout d'un moment, c'était pénible, quoi. Alors moi, j'ai dit à mon vieux Melchior, je l'ai pris avec moi, hop, on va aller chasser dans un coin là-bas, moi je connais bien la forêt, puis on se retrouve à la voiture un peu plus tard, c'est tout. Quand je l'ai vu s'éloigner, comme ça, j'ai voulu lui courir après, en agitant les bras. Attendez-moi, attendez-moi! Je me disais 1 heure entre hommes. Avec un peu de chance, ça allait nous rapprocher. Mais quel abruti j'étais. Et là, j'ai vu la tête de mon père. Il regardait Marc courir vers lui avec son blouson rouge. J'avais l'impression de lire dans les pensées. Il devait se dire, oh non, pas lui. Bon, alors là, je lui ai jeté un regard implorant, il a compris. Il a fait bonne figure. Au prix d'un effort surhumain, j'imagine. Puis là, ils sont partis tous les deux. Enfin, tous les 3 avec Melchior. Marc, l'étudiant, part donc chasser avec Jean-Louis Charnet, le père de sa petite amie. C'est ce qu'on appelle un choc des cultures. Et l'enfer a commencé. D'abord, il fallait que je me mette derrière lui. Tout ça pour pas effrayer le gibier. Et tout ça à cause de mon blouson, surtout. Toujours le même blouson, quoi. Et puis il me parlait comme si j'avais 4 ans. Alors il me disait, fais pas ci, fais pas ça, mets-toi là, voilà, comme ça, c'est bien. Et puis surtout, regarde-moi et fais la même chose. Non, mais j'avais pas envie de faire la même chose que lui, moi. Melchior, il avait le nez, il avait le pif, t'as un chien d'arrêt, ce qu'on appelle un chien d'arrêt. Dès que je tirais un coup, il écoutait le bruit du fusil, clac, il partait sur le gibier et il revenait. Puis là, il avait senti ça bougeait derrière un taillis. On aurait dit qu'il y avait une vraie famille. Bah, il était là, il faisait le tour, hop, il me regardait, tu vois, il s'arrêtait, il avait la truffe comme ça, les oreilles qui bougeaient. J'ai même pas cherché à tirer, ça servait à rien. De toute façon, Charnet m'aurait pas laissé un coup pareil. J'avais déjà 2 coques de bruyère, là. J'écoute bouger dans un coin, je prends mon fusil, je tire, paf, une poule d'eau. J'avais dit au gamin, garde bien les yeux ouverts, regarde, ça peut surgir de partout. Et là, Melchior, hop, il est parti me chercher la poule. Ah non, mais il cherchait vraiment à m'humilier, ce vieux schnock, c'est ça, il cherchait à m'humilier. Alors il m'a balancé sa poule, comme ça, sur les pieds. Bon, en 10 minutes, j'avais déjà 2 coques de bruyère, quoi. Pan, pan,
pan, comme ça. Et lui, rien du tout. Et même pour lever son fusil, que dalle. Moi, je pensais plus qu'à rejoindre le groupe. Et surtout Constance. Je savais pas trop comment le quitter. Alors j'ai glissé l'air de rien un petit... on pourrait peut-être chercher, regarder où sont les autres, non? Il m'a même pas répondu. Non mais il s'en foutait complètement. Et il était déjà sur un autre coup avec son chien. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sans faire un bruit, hop, et puis voilà. Marc localise le reste du groupe grâce au coup de feu qu'il entend au loin. Tout en marchant dans cette direction, il s'imagine déjà exhiber devant son beau-père une gibecière bourrée de lièvres. Et soudain, tandis qu'il s'est aventuré dans une clairière, un mouvement furtif agite un buisson. Le garçon pense alors que l'heure de sa revanche vient de sonner. Marc prépare son fusil et s'apprête à tirer. Je n'osais plus respirer. Ah non, celui-là, je voulais pas le rater. J'ai vu une tache brune et PAM! Je lui ai tiré dessus. Ah mais moi, c'était la première fois que j'essayais d'utiliser un fusil. Alors ça m'a fait un mal de chien à l'épaule. Moi, je m'en foutais. Le but, c'était de récupérer ma prise. Alors j'ai avancé vers les buissons. Et puis là, mon cœur, il s'est emballé. Un pressentiment, j'avais les jambes toutes molles. C'est vrai, je savais plus quoi faire. Alors j'ai écarté les branches. Et puis je marchais sur quelque chose. Alors j'ai baissé les yeux. Oh, j'aurais voulu mourir sur place. Ah non, mais autant de malchance, je pouvais pas y croire. J'avais tué le chien. Quand j'ai entendu le coup de feu pas très loin, je suis allé voir ce qui s'est passé, quoi. Je suis arrivé, j'ai vu le gamin, il avait tiré. Non mais c'est incroyable. Non seulement il avait tiré, il avait pas l'air si nul qu'il avait l'air du début, et progressé un petit peu, non seulement il avait eu sa cible. Je lui ai dit, oh gamin, qu'est-ce que t'as chopé? Il était un petit peu à genoux là-bas, puis il parlait pas. Je lui ai fait, alors, qu'est-ce que t'as pris? Raton laveur! Plus il s'avançait, et plus moi, j'étais terrorisé. Je savais plus quoi faire, alors j'ai menti. Je lui ai dit que j'avais cru tirer sur un faisan et puis que j'avais dû le rater. À ce moment-là, j'ai appelé Melchior. Je me suis dit, si le petit il a tiré un faisan, Melchior il va nous ramener en moins de 2, quoi. Melchior! Melchior! Et là, j'ai pas vu le chien arriver. Normalement, dès que je l'appelle, il est là, quoi. Puis là, je m'approchais tout doucement du petit, là. Puis il était tout palo derrière son buisson, là. Et décidément, la chasse, hein, c'était pas son truc, le chasseur en herbe. Hein. Il était plus qu'à 2 mètres de moi. Moi, j'étais terrorisé, alors j'ai complètement craqué. Ah non, mais j'ai perdu les pédales. J'ai commencé à me confondre en excuses, à lui dire que j'étais désolé, que de toute façon, moi, la chasse, je connaissais pas, c'était pas mon habitude et c'était pas mon truc. Je l'ai senti se raidir, vous auriez vu sa tête. Et il m'a fait signe de me taire. Ah, moi, j'ai rien dit, hein. Il avait tout compris. Et il a commencé à me hurler dessus. Où il est? Où il est? Je veux le voir, mon chien, où il est? Ouais, je suis arrivé, il y avait Melchior qui était là, ensanglanté. Alors, je l'ai pris dans mes bras. J'y tenais comme à la prunelle de mes yeux, moi, chien. C'était toute ma vie, quoi. Il était là, il avait encore sa petite truffe toute humide, les yeux grands ouverts. Ainsi, il croyait qu'il avait touché une belle pièce, là, ce petit con, hein, c'est clair. Ah non, mais moi, je disais plus un mot, hein. J'avais honte, si vous saviez. Et puis, il me foutait les jetons. Non, mais c'est ça, ce débile, il me foutait les jetons, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh ben, c'est simple, il a déposé son chien par terre, il a retiré son chapeau, et puis il a pris une à une toutes les cartouches qui étaient à sa ceinture, pof, il a rechargé son fusil, et il m'a dit, t'as de la chance, il en reste plus que 5. Et il m'a gueulé dessus. File! Vas-y, file! Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Quel empoté, celui-là, il bougeait même pas, là. Il me râlait comme un poisson mort, là. Quand il a compris que j'allais lui tirer dessus, il a dégagé comme un lapin, là. Je le voyais, là, avec son blouson rouge, là. Il commençait à partir, là. Là, j'ai commencé à l'armer. Paf, il passait derrière un bosquet, là. Il va te faire rien pour attendre, toi. Le père Charnet, on l'a pas comme ça, là. Tu vas voir, là. Marc comprend enfin l'enjeu de ce pari stupide et meurtrier. Il court à toutes jambes, tandis que Charnet épaule déjà son arme. Une première volée de plomb siffle à ses oreilles et ne laisse aucun doute sur les intentions de son futur beau-père. Terrifié, l'étudiant se dirige vers l'endroit où il croit avoir laissé sa voiture. Sauter au volant, démarrer, foncer sur la route, c'est dès lors sa seule chance de survie. Et Marc court dans les bois comme un fou quand tout à coup, il tombe. Mes pieds se sont pris dans une branche. Et j'ai fait un vol plané, la tête la première. Finalement, je crois que c'était une chance. Parce qu'en fait, je suis tombé juste au moment où j'allais me prendre la 2e balle. Alors, j'étais tout écorché, je me suis relevé et j'ai recommencé à courir comme un dingue. Waouh, c'était complètement irréel.
Puis là, je me suis retourné. Et j'ai vu que le vieux, il avait arrêté de me suivre. J'ai repris mon souffle quelques secondes. Et puis j'ai recommencé à courir. Et quand j'ai vu la voiture, au loin, j'ai failli pleurer tellement j'étais content. Marc se croit à l'abri près de la voiture. Erreur. Je savais bien où il allait aller, quoi, à sa voiture. Dès que ma bagnole était garée à côté de la sienne, je savais exactement où il était. Et moi, j'ai fait le tour par le petit côté, donc je suis arrivé avant lui. Et je l'ai vu arriver, là, avec son petit blouson rouge, là-bas, sur le fond, là. Je me suis dit, toi, il me fera pas le coup 2 fois, attends. Je voulais pas le tuer, hein, attention, hein. Juste rendre la monnaie de sa pièce, c'est tout. Là, je suis arrivé, j'ai armé, derrière, et BAM! Et puis là, j'ai senti une douleur à l'épaule. Ça me brûlait, c'était atroce. Le vieux con! Il était arrivé à m'avoir cette fois. Il m'avait tiré dessus. Alors je me suis plongé dans un fossé pour essayer de me protéger. Et là, j'avais du sang partout. Et je me suis souvenu qu'il avait une 2e balle. Et je me suis dit, là, faut que je trouve une solution et vite, là, faut faire quelque chose. Alors j'ai réfléchi et là, j'ai pensé à la poule. Vous savez, la poule qu'il m'avait donnée. Et je me suis dit qu'il fallait que je tente le tout pour le tout. Je l'ai lancée en l'air le plus haut possible. Et ça a marché. Moi, j'ai vu une poule voler. J'ai tiré, hein. Faire que chasseur, normal, quoi. Les gamins, ils croyaient avoir gagné la partie, là. Ils se trompaient. Il me restait une balle. Et je pensais bien m'utiliser cette balle. Alors moi, j'ai profité de cette diversion pour courir à ma voiture. Et puis je tremblais tellement que j'arrivais pas à enfoncer la clé dans ma serrure. J'ai levé les yeux, il était là, devant moi. Il me tenait en joue. Ah non, moi j'ai vu ma dernière heure arriver, je savais plus quoi faire. J'allais mourir là, comme ça, comme un chien. À ce moment-là, on arrive, je vois mon père viser Marc. Je me suis mise à hurler, mais c'était trop tard, le coup il était déjà parti. Quand il a mis son doigt sur la gâchette, moi je me suis jeté par terre. Il y a eu une détonation, et j'étais par terre, je savais même plus si j'étais vivant ou mort. À cause du cri de Constance, j'ai tiré un peu vite, là. Donc la balle a foncé dans le pare-brise, et puis ça a éclaté, il y avait des bouts de verre partout, voilà. Tout le moment, à cette distance, moi, je fais tout le temps mouche, quoi. Alors là, la partie est finie, quoi. Et puis la Constance, elle est arrivée en criant, hey, tu l'as tué, machin. Mais là, je vais pas le tuer, ça va, c'est bon, quoi. Puis je vais faire un peu peur, quoi. Ça va, pour 3 plombs d'une épaule, on va pas non plus appeler la gendarmerie, quoi, ça. Mon père avait tiré sur mon petit copain. Je me suis précipitée vers Marc. Il était tout tremblant, il saignait, bon, il était vivant. J'ai voulu l'aider à se relever et là, il s'est dégagé et il est parti. Non mais c'était le pompon, quoi. Le père Charnay, il était là, devant moi, il me regardait, il se marrait. Et il m'a dit, c'est bon, on est quitte. Quitte, non mais vous vous rendez compte? Moi, j'ai sauté dans la voiture, je les ai regardés, ni lui, ni sa fille. Et puis je suis parti, sans demander mon reste. Quelle famille de fous! Eh, attention, hein. Eh, moi je suis beau joueur. Hein. Autant le gamin comme chasseur, il valait que dalle. Autant comme gibier, il se défendait pas mal du tout. Pas mal du tout, moi je vous le dis. Quelle aventure. Les blessures de Marc sont heureusement superficielles. Pour ne pas envenimer la situation, il décide de ne pas porter plainte contre Charnay. Mais en dépit des excuses et des supplications de Constance, il rompt toute relation avec elle, change d'adresse et disparaît à tout jamais. La jeune fille réfléchira à 2 fois avant de présenter à son père son prochain fiancé. À la seconde où je vous parle, des milliers d'avions décollent et atterrissent aux 4 coins du monde sans encombre. En dépit de rares et spectaculaires accidents, il faut reconnaître que l'avion est de nos jours un des moyens de transport les plus sûrs. Mais si le progrès permet de réaliser des prouesses technologiques, il n'est toujours pas question de se passer d'êtres humains pour piloter ces machines. Or, l'appareil le plus perfectionné ne peut être à l'abri d'une défaillance humaine ou d'un acte de malveillance. Je vais vous raconter l'incroyable aventure des passagers du vol 617 reliant Dakar à Casablanca. Un avion qui a bien failli ne jamais arriver à destination. Antoine Monge, ancien parachutiste, était dans cet avion. À l'époque, j'avais déjà dû faire une bonne centaine de sauts, dont une trentaine de nuits, avec une mitraillette de 70 kilos entre les jambes. Un para n'a pas peur.
a pas raffé ce qu'on lui demande de faire. Celui qui se pose des questions a qu'à changer de métier. D'un côté, j'avais un bon entraînement pour faire face aux situations extrêmes. Mais là, c'était vraiment le genre de circonstance où on se retrouve seul face à son destin. De toute façon, là, s'il avait fallu sauter, j'avais pas de parachute. Contrairement au parachutiste, Marcel Bouillu, lui, a peur en avion. Et le jour de la catastrophe va ressembler à son pire cauchemar. J'ai toujours eu peur en avion. J'ai besoin de sentir le sol sous mes pieds. Je prenais l'avion que quand c'était indispensable, quand je pouvais pas l'éviter. Mais à chaque fois, c'est des palpitations, des sueurs froides. Et ce jour-là, c'était encore pire que d'habitude. C'est comme si tout mon corps me disait « Marcel, ne prends pas cet avion ». J'allais à Casa voir un ami pour les vacances. C'était un petit avion, 30 passagers, une seule hôtesse, qui avait pas envie de se fouler. Il a décollé normalement. J'avais très soif. Tout à coup, j'aperçois ce type avec une moustache très agitée qui court vers le cockpit. Je me suis dit, merde, si ce type s'accapare l'hôtesse, je suis pas prêt d'avoir ma petite bière. Une demi-heure après le décollage, les signaux étaient toujours allumés. On n'avait pas eu les instructions de sécurité et l'hôtesse était toujours dans sa cabine. Je la voyais parce que j'étais assis à l'avant. En fait, je voyais le bout de sa jambe, toujours immobile. C'était bizarre. Alors, je vais dans la cabine, j'y tiens plus, je vais dans la cabine pour voir l'hôtesse. Elle avait l'air de dormir. Je pose ma main sur son épaule, elle tombe. Oh, je me précipite dans le cockpit. Et là, je vois le pilote et le copilote étendus sur leur siège, tous morts. J'ai compris que quelque chose tournait pas rond quand j'ai vu ce passager sortir du cockpit, blanc comme un lavabo. Alors, j'ai pris la situation en main et puis je suis allé le rejoindre dans la cabine. Alors là, qu'est-ce que je trouve? L'hôtesse était allongée sur le sol et la porte du cockpit était ouverte. Je voulais prévenir les gens, mais j'arrivais plus à parler. Je voulais crier, mais mon cri était coincé dans ma gorge. Et d'un seul coup, je sens une main d'homme qui se plaque sur ma bouche. Alors là, j'ai eu le temps de me dire, ça y est, là, je suis fini, c'est mon tour d'y passer. Camille Détouche est infirmière. Elle aussi voyageait dans un avion fantôme où tout l'équipage semblait mort. Oui, en fait, j'avais repéré, il y avait un monsieur avec une moustache qui avait l'air vraiment pas bien. Je me suis dit, je vais aller voir l'hôtesse. Peut-être que je peux l'aider, peut-être que, comme je suis infirmière, je vais pouvoir lui rendre service. Donc j'arrive dans la cabine. Et là, dans la cabine, arrive un type immense, mais vous voyez, un peu baraqué, le crâne rasé, vraiment impressionnant, hein. Le type prend le moustachu et l'emmène dans le cockpit. Je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas. Ce mec, c'est un terroriste, on est en train d'être détourné. Il voulait que je me calme, mais il me secouait dans tous les sens. Le type à la moustache, il était en train de faire une crise de nerfs. Il supportait pas l'avion. Et l'autre, le grand type, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a décollé une baffe de dingue. Et je me suis dit, bon, ce mec, si c'était un terroriste, il aurait pas décollé une baffe. Il aurait tiré une balle dans la tête, c'était fini. Donc dans un sens, j'étais rassurée. Là, le type, il nous enferme dans le cockpit. Je voulais à tout prix éviter de déclencher la panique. En tant que para, j'ai l'habitude des avions, même si je suis pas pilote. D'un coup d'œil, j'aperçois qu'on est sur pilote automatique, à 9000 pieds. Bon, à la louche, il nous reste environ 2 heures de kérosène, donc pas de danger immédiat. Non, je voulais pas rester, mais il m'a obligé à rester dans le cockpit pour pas que je fasse peur aux autres passagers. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu une voix qui venait de la radio. Sur l'écran radar, l'avion commençait à dévier de sa trajectoire. Bon, c'était préoccupant, mais sans plus à ce stade. Évidemment, j'étais loin d'imaginer tout ce qui était en train de se passer. Soudain, plus de signal radar. J'établis donc un contact radio avec le cockpit. Et là, je tombe sur un passager complètement affolé qui m'apprend que l'équipage est hors service. Alors, mon sang n'a fait qu'un tour. Mais je tente quand même de rassurer le bonhomme comme je peux. Leur avion est sur un pilote automatique, à 9000 pieds, et avec encore 2 heures de kérosène. Donc, ils n'ont rien à craindre dans l'immédiat. Résumons la situation. Le vol numéro 617 à destination de Casablanca a décollé une demi-heure plus tôt de Dakar avec à son bord 30 passagers, dont 3 d'entre eux ont connaissance du drame. Cet avion n'a plus d'équipage. Désormais, ils sont seuls à bord.
Une question taraude d'Antoine, Camille et Marcel. Les responsables de cet attentat sont-ils dans l'appareil? Et surtout, qui sont-ils? À l'époque, on ne parle pas encore d'Al-Qaïda. C'est peut-être une milice rebelle, un acte fomenté par les services secrets d'un régime non démocratique ou même une secte. Mais l'attitude paisible des passagers, qui ignorent ce qui est en train de se produire, confirme aux 3 affranchis que les lâches, quels qu'ils soient, ne sont pas dans l'avion. Bon, apparemment, il n'y avait pas de terroristes dans l'avion. Vu le comportement des passagers, c'était clair. Bon, j'étais soulagée. Mais en même temps, s'il y avait eu un terroriste, bon, c'est idiot de dire ça, mais peut-être qu'il aurait pu faire atterrir l'avion, vous voyez. Donc bon, on était tous les 3 perdus dans le cockpit, là, on n'y connaissait rien. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix, c'était un contrôleur aérien. Il était en train de nous parler, il avait repéré qu'il y avait un problème. Donc là, on a commencé à écouter ce qu'il nous disait, on était rassurés. Et je me suis dit, bon, vite, il faut que je sache s'ils sont morts. Donc j'ai commencé à prendre le pouls de l'hôtesse et du pilote. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient dû être drogués, qu'ils s'étaient endormis. Donc j'ai commencé à chercher des médicaments. Je me suis dit, il faut absolument les réveiller, il faut qu'ils puissent nous donner un coup de main. Ma présence a rassuré l'infirmière. Elle a confirmé mon diagnostic, à savoir que l'équipage avait bien été drogué. Alors, je lui ai demandé de réveiller le pilote pendant que je communiquais avec la tour de contrôle. Mais bon, c'était beaucoup moins facile qu'avec un téléphone portable. Cet idiot. Au lieu de m'aider, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tout tripouter les boutons. Il tournait tout dans tous les sens, il disait qu'il s'y connaissait en avion, qu'il avait déjà piloté. En fait, il a déréglé la radio, on n'entendait plus rien. Ah oui, c'était un vieux coucou. La radio était défectueuse. Impossible de joindre la tour de contrôle. Alors, j'ai pris la décision de prévenir les passagers. J'aurais dit de rester bien sage, que la situation était sous contrôle. Donc là, je me suis dit, il faut prendre les choses en main. J'ai pris le micro, j'ai commencé à leur parler. Écoutez, je suis infirmière, le pilote a eu un malaise, ne vous inquiétez pas, tout va très bien, il est en train de se remettre de ses émotions. Si quelqu'un a un brevet de pilotage, il peut venir nous donner un coup de main, mais sinon, que tout le monde vraiment garde son calme. Je me retourne, je vois le musclé rouge de rage qui commence à hurler « Je suis officier, c'est moi qui commande, ça suffit !» Bah évidemment, il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Alors de temps en temps, quelqu'un frappait à la porte. Il répondait « Ouais, tout va très bien. Vous êtes pilote? Non. Alors retournez vous asseoir. » La première chose à faire, c'était de les localiser pour dégager les couloirs aériens et éviter qu'ils ne s'écrasent sur un avion ou dans une zone d'habitation. Il fallait essayer de récupérer le contact avec la tour de contrôle. Alors moi, je me concentrais sur les boutons de la radio pour éviter de regarder le vide en face de moi. Et d'un seul coup, j'entends la voix du contrôleur. Il me demandait de parler sans m'arrêter. Mais je savais pas quoi lui raconter, moi. Maintenant, imaginez la scène. Le contrôleur aérien de l'aéroport de Casablanca demande aux passagers de parler sans discontinuer pendant quelques minutes afin qu'ils puissent localiser l'appareil. Terrorisé, celui-ci en profite pour s'épancher. Alors il évoque sa vie, sa peur des avions, son père qu'il n'a pas connu et ses relations tumultueuses avec sa mère qu'il aurait tant voulu embrasser une dernière fois. Au même moment, Antoine et Camille s'acharnent à réveiller le commandant de bord. Le malheureux est bourré de café, de vitamine C, aspergé d'eau glacée, pincé, giflé, frictionné à l'alcool. Il faut qu'il se réveille, même à moitié, même complètement groggy. Il faut qu'il puisse leur donner quelques instructions. C'est une question de vie ou de mort. Le pauvre pilote, mais on a tout essayé. Hein. Mais ça a fini par marcher. À un moment, il a ouvert les yeux et il essayait de bredouiller un truc. Je sentais qu'il fallait juste quelque chose pour que ça aille mieux. Donc, je lui ai fait un café super serré. Je lui ai fait boire. Et là, j'ai senti qu'il commençait vraiment à se réveiller. Il essayait vraiment de dire quelque chose. Et il montrait le tableau de bord comme ça. Il essayait de faire un geste. Il voulait nous dire quelque chose. Hein. On était pendus à ses lèvres. Le pilote faisait des efforts désespérés pour se réveiller. Il a posé les mains sur le manche. Mais là, pour le musclé, ça allait pas assez vite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui met une claque, mais monumentale. Soi-disant pour le réveiller. Malgré tous nos efforts, il nous a été impossible de réveiller le pilote. Évidemment, c'était la claque de trop. Le mec, il n'a pas résisté. Il est tombé dans le coma. On ne pouvait plus rien faire, là. C'était irrattrapable, son truc. On avait perdu du temps. J'ai dû admettre que je pouvais compter que sur mes propres forces pour faire atterrir cet avion, coûte que coûte. Avec un pilote groggy, ils étaient environ à 3 contre 1. Avec un pilote hors service, ils tombaient à 12 contre 1. Alors, on est passé au plan B. On avait décidé de les faire atterrir sur une base militaire. Alors, je les déroute pour éviter le survol de Casablanca. Il fallait débrancher le pilotage automatique et amorcer la descente. Alors, je commence à leur expliquer la manœuvre, et tout d'un coup, j'entends des cris dans la cabine.
Ils étaient en train de s'engueuler. J'étais hors de moi. Hein. Là, on était en train d'y arriver. Il allait pouvoir nous parler. C'était fini. Oui, nous avons eu un petit problème de communication, mais bon, sans gravité. Quand j'ai compris que le commandant de bord se réveillerait plus, là, ça a été trop pour moi. Là, je me suis mis à hurler on va tous mourir, on est foutus. Et d'un seul coup, ça a été le brouillard total. Bon, bah, je lui ai mis un coup de poing au moustachu. Il est tombé dans les pommes. Au moins, c'était calme. Ça m'a soulagée. Je suis pas fière, mais ça m'a soulagée. On était à un partout. Mais cette fois, c'était pas moi, hein. C'était elle. Du coup, on a pu se concentrer sur l'atterrissage. Le calme est enfin revenu dans le poste de pilotage. Camille et Antoine parviennent à se concentrer sur les instructions du contrôleur aérien. Dans la tour de contrôle, chacun retient son souffle. Mais piloter un avion ne s'improvise pas. Et celui-ci est bientôt la proie d'effroyables secousses. Les passagers sont pris de panique. Certains essaient de forcer la porte du poste de pilotage. Heureusement, celle-ci est solidement verrouillée. Antoine et Camille s'arc-boutent sur les commandes et l'avion, tant bien que mal, entame sa descente. J'ai demandé aux passagers de se préparer à l'atterrissage. Alors, il a fallu entamer la descente. Pas trop vite, sans déstabiliser l'appareil. 9000, 8000, 7000. À 6000, j'ai viré sur l'aile pour mettre l'avion dans l'axe de la piste. Bon, on a tourné un bon quart d'heure au-dessus de la piste d'atterrissage, avant de vraiment trouver le bon angle. Ensuite, on a sorti le train d'atterrissage. Il y avait le contrôleur aérien, il nous guidait seconde par seconde, il nous lâchait pas. Hein. Il nous guidait seconde par seconde, il nous donnait toutes les instructions, il était formidable. Et puis j'ai vu la piste, droite, devant moi. Oh là là, j'étais fière. Puis en même temps, j'étais terrifiée par la responsabilité. Je me suis dit, mais si on s'écrase? Ils étaient redescendus à 7 contre 1. Les volets étaient sortis, mais ils allaient encore beaucoup trop vite. Alors je suivais le petit point blanc sur l'écran radar. Mais maintenant, je peux vous assurer qu'à la dernière seconde, j'ai fermé les yeux. Là, l'avion, il a ralenti hyper brutalement. On a rebondi sur la piste. On a fait une embardée. Là, heureusement, on a réussi à redescendre et on a ralenti la vitesse. J'ai placé l'avion dans l'alignement de la piste. Bientôt, les roues ont touché le sol. Alors, j'ai poussé à fond la manette des gaz. Sans me vanter, un atterrissage comme dans les livres. Mais bon, sans doute la chance des débutants. Là, les parachutes sont bien sortis. Mais ils ont traversé les 2 premiers filets comme dans du beurre. Avec les réservoirs à moitié pleins et à cette vitesse, on pouvait s'attendre au pire. Les pompiers étaient sur le pied de guerre. Mais heureusement, l'avion a réussi à s'immobiliser dans le dernier filet. On peut vraiment dire qu'ils ont eu de la chance. Inch'Allah. Quand l'avion il s'est enfin immobilisé, alors là, mais je me suis lâchée. Oh, je crois même que j'ai fait pipi dans ma culotte. Et derrière, il y avait les gens mais qui hurlaient, qui applaudissaient, qui chantaient. C'était... Ça y est, on a été sauvés. Je n'ai rien vu, rien entendu, et c'est tant mieux. Je n'ai jamais repris l'avion de ma vie. Un héros? Ah, c'est pas à moi de le dire. Hein. J'ai sauvé des vies, tout simplement. Mais vous savez, finalement, j'ai fait que mon devoir. Les passagers du vol 617 ont eu la frayeur de leur vie. Mais tous sont sortis de l'avion sains et saufs, à l'exception du commandant de bord, qui est resté 2 semaines dans le coma. Il souffre depuis des séquelles d'un sévère traumatisme crânien. Mais qui donc a drogué l'équipage et dans quel but? Les conclusions de l'enquête n'ont jamais été rendues publiques. Les réponses aux interrogations légitimes des infortunés passagers sont frappées du sceau du secret d'État. De sources officieuses, cependant, on murmure que cet attentat visait un homme d'affaires indonésien. Et ironie de l'histoire, la cible des terroristes n'a jamais été directement inquiétée par cet attentat. En effet, ce jour-là, cet homme, eh bien, il avait raté l'avion. Au cours d'un dîner qui réunissait au Havre quelques amis, Francine Doucet, une historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, m'a raconté une histoire tellement extraordinaire
que je suis heureux de vous la faire partager. Écoutons tout de suite Francine Doucet. Vous savez, nous les historiens, on aime aussi les petites histoires. Les histoires des gens, des anonymes, ceux qui croisent tout au long de leur vie l'histoire avec un grand H. C'est un matériau magnifique. Aussi précieux et aussi édifiant, au sens noble du terme, que tous les documents historiques les plus officiels. Tout a commencé en juillet 1944, pendant ce qu'on a appelé la percée d'Avranches. Les blindés du général Patton venaient de percer l'aile gauche du front allemand et se dirigeaient vers Paris, ce qui sera le point de départ de la grande offensive des Alliés. À l'aube, entre 5h et 6h du matin, John McMill est arrivé dans un hameau aux environs d'Avranches avec 5 de ses compagnons sous le feu des mitrailleuses allemandes. Bonjour, installez-vous. Écoutons John McMill, qui a vécu ce drame. Oui, ils sont tombés tous les 5 l'un après l'autre. Je ne sais pas par quel miracle, mais moi j'ai été épargné. Je me suis dirigé vers une petite ferme qui était à côté et il y avait un bâtiment proche, une petite étable, et je m'y suis réfugié. Tout d'un coup, les mitrailleuses se sont tues et puis elles ont recommencé plus loin, mais dans le village. J'ai tiré le corps de mes compagnons dans l'étable et je les ai recouverts d'une bâche. Je suis resté là longtemps en me demandant pourquoi moi j'étais toujours vivant. Il y a eu un vacarme infernal. J'étais cloîtré dans cette étable et soudain une jeune femme brune est apparue en peignoir. Elle sortait d'une cave par une trappe. Dès qu'elle m'a vu, elle a été pétrifiée. On s'est regardé longtemps, très longtemps, enfin je pense, dans l'obscurité et le vacarme des bombes. Ce qui s'est passé à ce moment-là, M. McMill a beaucoup de mal à en parler, ce qui peut se comprendre. C'est un acte indéfendable, qu'il ne cherche pas à légitimer, ni par les circonstances, ni par quoi que ce soit. Dans cette étable, sous les bombardements, M. McMill a saisi la jeune femme de force et il l'a violée. Dehors, aux abords du village, les bombardements se poursuivent. En dépit du danger, la jeune femme s'enfuit hors de la grange. John McMill reste un moment pétrifié, accablé par l'horreur de l'acte qu'il vient de commettre. Et puis il se ressaisit, il part à sa recherche, fouille l'intérieur de la ferme et trouve une photo, un récent portrait de sa victime. Il s'en empare et il continue ses recherches dans les rues du village. Quelques minutes plus tard, la ferme a été bombardée par un avion allemand. Les parents de la jeune femme qui s'était réfugiée avec elle dans la cave ont été retrouvés morts quelques jours plus tard. Oui, le village était en ruine. Il y avait de la fumée partout, des morts, des blessés. J'ai essayé d'aider comme je pouvais. Puis j'ai cherché la jeune fille dans les maisons, enfin ce qu'il en restait. Et grâce à la photo que j'avais trouvée, j'ai pu apprendre par une personne qu'elle s'appelait Daniel Le Marchand. À partir de là, ce jeune soldat américain a entamé une très longue quête. Alors que les Alliés étaient venus à bout des Allemands et se dirigeaient vers Paris, John McMill a décidé de rester dans la région. Je ne pouvais pas rejoindre ma division à Paris, c'était hors de question. Il fallait absolument que je retrouve cette jeune femme. Et puis je suis parti. Et je suis devenu déserteur. Et McMill poursuit sa quête obstinée sans relâche. Pendant des mois, au risque de se faire arrêter par la police militaire américaine, au risque d'être traduit devant un conseil de guerre, il hante villages et hameaux à la recherche de la jeune fille qu'il a violée. Pour subsister, il offre ses services à un réseau de marché noir et se procure bientôt des faux papiers. Se procurer des faux papiers à ce moment-là n'était pas très difficile. Il suffisait d'avoir de l'argent. Par contre, ce qui devait être compliqué, dans sa situation, déserteur américain avec un fort accent quand même, c'était d'effectuer des recherches auprès des administrations. Là par contre, c'était très délicat.
Donc les mois se sont écoulés, les Alliés ont libéré Paris. Après l'armistice, ils ont quitté la France. John McMill s'est alors installé dans une vie de vagabond, d'errance perpétuelle. En 1947, 3 ans après les faits, un homme lui a dit connaître la femme qu'il recherchait. Il lui a fixé 2 jours plus tard rendez-vous près de Saint-Malo. Oui, il m'a conduit chez une femme. Il y avait une vague ressemblance avec elle, mais cette femme était tellement abîmée, je ne sais pas si c'est l'alcool ou la drogue. J'étais terrifié à l'idée que c'était de ma faute cet état de déchéance. Au bout de quelques instants, je me suis dit non, ce n'est pas elle. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient complices pour me soutirer de l'argent, tout simplement. 3 fois au cours de ces années de recherche, John McMill est tombé sur des couples qui ne cherchaient qu'à lui soutirer ses maigres économies. Il y a eu bien d'autres incidents de parcours jusqu'en 1950. Oui, là, au printemps 1950, il y a eu un miracle. Je l'ai vu à travers la vitre d'un autocar, quelques secondes. J'ai couru après l'autocar, mais c'était trop tard. J'ai su qu'il allait au Havre, j'y suis allé. Et grâce à la photo, je l'ai retrouvée en 2 jours à peine. Elle était institutrice. J'y suis allé, on s'est rencontrés. Elle était dans une cour de récréation avec des dizaines d'enfants autour d'elle. On s'est parlé. Vous imaginez la stupeur de cette femme? Son effroi? Il lui a dit qu'il l'avait cherchée pendant toutes ces années, qu'il avait déserté dans le but de la retrouver. Elle était glaciale. Elle lui a dit que jamais il n'obtiendrait son pardon, qu'il devait l'oublier, la laisser. Alors il lui a dit qu'il l'aimait. Oui, et là, elle m'a pris pour un fou, pour un monstre. Elle a pris peur, elle s'est bloquée complètement. Alors je lui ai donné mon adresse pour qu'elle me donne au moins de ses nouvelles. Et puis je suis parti. En guise de nouvelles, John McMill reçoit dès le lendemain la visite de la police. De crainte d'être harcelé par cet homme qu'elle croit fou, Daniel le Marchand l'a dénoncé. McMill est arrêté, extradé vers les États-Unis, où il est jugé par un tribunal militaire. Il a été jugé en tant que déserteur parce qu'elle avait dénoncé en tant que tel. Il n'y avait pas eu de plainte pour viol. Évidemment, si ça avait été le cas, sa peine aurait été beaucoup plus lourde. Il a écopé tout de même de 3 ans de bagne. Et 3 ans de bagne, c'est très long. Oui, là, c'était le bagne. C'est exactement ça. Quand on dit en français « casser des cailloux », toute la journée on cassait des cailloux pour construire des lignes de chemin de fer. Mais néanmoins, ça n'a pas arrêté ma détermination malgré sa dénonciation. Alors j'ai décidé de lui écrire une longue lettre. Peu de temps après, la directrice de l'école m'a écrit disant qu'elle était partie sans laisser d'adresse. Alors j'ai eu l'idée d'écrire une autre lettre que j'ai envoyée à un journal de Normandie régional en leur demandant, je les ai presque suppliés par écrit, de la publier. C'était un texte bouleversant, absolument bouleversant. Il racontait toute l'histoire, tout. Il voulait absolument obtenir le pardon de cette fille, sinon il disait qu'il ne pouvait plus vivre. Enfin, c'était quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement des termes. Mais en tous les cas, c'était sincère, c'était émouvant, c'était vraiment bouleversant. Dans cette lettre, il exprimait, une très forte volonté d'expier sa faute. Sans aucune référence à Dieu ou quoi que ce soit de religieux. C'était strictement entre elle et lui. D'humain à humain. Oui, c'était une lettre magnifique. Oui, au départ, j'ai un peu hésité. Puis je me suis décidé à la publier. C'est sans doute l'un des plus beaux textes que j'ai été amené à publier dans toute ma carrière. Puis j'ai appris après que cette femme en avait eu connaissance. J'ai été leur messager, en quelque sorte. Mais a priori, ce n'est pas la fonction d'un rédacteur en chef d'un journal. Non. Mais après tout, pourquoi pas? En tout cas, moi, ça m'a bien plu de tenir ce rôle-là. Mais après tout, être journaliste, d'une certaine façon, c'est un peu ça.
être un messager. Un mois plus tard, j'ai reçu une carte. J'ai trouvé cette carte très brève. Elle écrivait « Vivez en paix, je vous pardonne ». J'en ai pleuré toute la nuit de joie. Et là, j'ai à nouveau servi de messager. Monsieur Macmill m'a envoyé une deuxième lettre et m'a demandé de la transmettre à Daniel le Marchand. Mademoiselle, puisqu'il est dans le destin de chaque femme de se marier et de fonder un foyer, veuillez bien y songer et jeter un regard sur moi. Ainsi, le lien affreux qui nous a unis pourrait devenir bénédiction. J'ai tenu à vous prouver mon amour et j'entends bien continuer à vous le prouver. Si je ne vous déplais pas physiquement, la décision est facile à prendre. Pour fonder un foyer, je saurais mettre la même énergie et la même détermination que j'ai usée pour me faire pardonner de vous. Je vous aime et je vous rendrai heureuse. John Macmill. Cette lettre est restée sans réponse. John Macmill en a alors écrit 2, 3, 4, 8 en tout. 8 lettres de demande de mariage en un peu moins d'1 an. Il a eu raison de s'obstiner, car elle a fini par flancher. C'est ça le plus beau dans cette histoire, c'est qu'ils se sont aimés. John et Daniel se sont aimés, et même passionnément selon leur entourage. Annie, la fille aînée de leurs 3 enfants, a bien voulu témoigner pour la première fois devant une caméra. Ma mère a fini par craquer. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler. D'ailleurs, je ne serais pas là du tout. Mon père, lui, il a fini son temps de bagne et je crois qu'il lui est resté 1 an. Et après, il est venu en France et ils se sont mariés en 1954, ici, dans cette église. Ma mère est morte il y a 5 ans et ses obsèques ont également eu lieu dans cette église. Je vous aime et je veux vous rendre heureuse. John Macmill. En fait, j'ai appris les circonstances de leur rencontre assez tard. Ni mon père ni ma mère ne m'en avaient parlé. Non, j'ai appris parce que j'ai eu l'occasion de lire cette fameuse lettre un jour que mon père avait envoyée au journal. Et évidemment, pour moi, c'était un peu encombrant d'apprendre ça. Mais j'ai tout de suite eu le sentiment, disons, que ça ne me regardait pas. Et j'ai toujours ce sentiment. D'ailleurs, ça ne me regarde pas. C'est leur histoire. Vous savez, l'amour prend parfois des chemins étranges. Ce qui reste entre Daniel et moi, c'est que nous étions très amoureux l'un de l'autre. D'un amour fort et rare. J'espère que cet amour servira d'exemple à mes enfants. Alors là, je serai le plus heureux des hommes. L'amour prend parfois des chemins tortueux avant de pouvoir s'épanouir. Celui qui a réuni John Macmill et Daniel le Marchand a été douloureux, chaotique et long, très long. 10 ans d'une quête obstinée et persévérante pour aboutir à un mariage célébré un jour d'été de 1954 dans une petite église normande. Les apparences sont parfois trompeuses et personne n'est à l'abri des faux-semblants. Et ce n'est pas le docteur Andrieux qui me contredirait. Âgé de 40 ans, ce médecin généraliste parisien, marié et père de famille, est entièrement dévoué à ses patients. Sa vie se déroule sans heurts et sans surprise. Jusqu'au jour où un malade qu'il ne connaît pas se présente à son cabinet et transforme son existence paisible en roman d'espionnage. J'étais déjà ici à l'époque, depuis une bonne dizaine d'années environ. Je consultais surtout au cabinet et un peu en hôpital. Quand M. Martin est entré, je l'ai fait asseoir. C'était un homme d'allure tout à fait normale, classique. Ah, il portait de grosses chaussures de marche. Moi, je remarque toujours les chaussures. Comme il n'avait pas encore de dossier chez nous, nous avons rempli sa fiche. Il m'a donné ses noms, adresses, numéro de téléphone. Mais quand je lui ai demandé la raison de sa consultation, il n'a pas voulu répondre à ma question. Quand M. Martin s'est trouvé en face de moi, je lui ai posé la question de savoir comment il allait. Il m'a répondu « Très bien, merci ». En effet, il paraissait en très bonne santé. Mais il avait besoin de me parler seul à seul.
Je l'ai mis à l'aise. Ici, on peut se confier sans crainte. Donc évidemment, je n'ai absolument rien entendu de ce que se disaient le docteur et ce monsieur Martin. Il m'a dit qu'il travaillait pour la DGSE, les services secrets. Qu'il était, en quelque sorte, un espion, chargé d'une mission extrêmement délicate. Il m'a alors exposé la raison de sa visite. La semaine suivante, j'avais rendez-vous avec un certain Michel Berthier. Ce Berthier était surveillé par ses services car il s'apprêtait à livrer les plans d'un missile français ultra stratégique au gouvernement russe. Si ces plans venaient à sortir de France, cela pouvait avoir de graves conséquences. Jusque-là, je ne voyais pas quel rôle je pouvais jouer dans cette histoire. Mais il a alors rajouté que lorsque Berthier viendrait me voir pour des maux de dos, je lui ferai une piqûre de somnifère, le temps qu'un agent vienne récupérer les plans. Je l'ai arrêté tout de suite. Jamais je ne me permettrai une chose pareille avec un de mes patients, sous quelque prétexte que ce soit. Le docteur a raccompagné ce monsieur Martin, mais il n'avait pas la même attitude que d'habitude. Il n'y avait aucune chaleur dans son au revoir. Il m'a ensuite demandé de vérifier les rendez-vous de la semaine suivante, notamment celui de monsieur Berthier. Monsieur Berthier était un de mes patients depuis de nombreuses années déjà, et je me voyais très mal, dans ma position de médecin, participer à une pareille mission. Le docteur Andrieux se félicite de ne pas avoir cédé la proposition de celui qui se prétend agent de renseignement. Comment d'ailleurs aurait-il pu accepter de collaborer à un acte qui dévie toute déontologie médicale? Le médecin pense que cette affaire est close quand, le lendemain, un inconnu se présente à son cabinet sans avoir pris rendez-vous. Ce jour-là, juste avant de quitter le cabinet, j'ai demandé au docteur s'il voulait que je reste pour remplir le dossier d'un nouveau patient qui avait rendez-vous à 19h. Gentiment, il m'a dit qu'il l'accueillerait seul. Il s'est présenté. Colonel Bénard, m'a-t-il dit. J'ai tout de suite su qu'il ne mentait pas. J'ai des militaires dans la famille et on les reconnaît tout de suite. Il m'a présenté sa carte et m'a dit qu'il était le supérieur de l'agent Martin que j'avais vu la veille. J'ai senti que c'était quelqu'un d'important. Il avait la rosette de la Légion d'honneur au revers de sa veste, vous savez, et il avait des chaussures très bien cirées. Ensuite, le colonel Bénard m'a reparlé bien évidemment de cette affaire. La perte de ces plans mettrait gravement en danger la sécurité de la France. Mon patient, monsieur Berthier, prétendait être un commercial en zone Russie et Europe de l'Est pour un bureau d'études français. Je ne savais plus quoi penser. Je crois que le colonel Bénard m'a quelque peu impressionné. Il m'a semblé que je devais faire mon devoir de citoyen. Et je lui ai dit que j'acceptais de faire cette piqûre. Il m'a remercié et m'a assuré que je n'entendrais plus jamais parler de la DGSE après ce petit service. Afin que notre propos soit parfaitement étayé, nous avons demandé à un agent de la DGSE d'intervenir dans cette émission. Notre demande a d'abord été refusée, bien sûr, puis, à force de plaider notre cause, le ministère de la Défense a accepté que nous parlions à un fonctionnaire des services secrets, à condition, naturellement, qu'il conserve l'anonymat. Vous savez, il existe deux types de personnel au sein de la DGSE. Des civils et des militaires, mais qui sont beaucoup moins nombreux. C'est pourquoi il était tout à fait possible que le docteur Andrieux rencontre un militaire issu de nos services. Possible, mais fortement improbable, au vu de nos méthodes de travail. En effet, il est rarissime que nous fassions appel à des particuliers pour ce genre de mission. J'appréhendais le rendez-vous avec Michel Berthier. Ce patient allait me rendre visite pour des douleurs au dos et je devais lui injecter une dose de somnifère. Toute cette histoire me tournait dans la tête et je commençais sérieusement à regretter ma décision. Geneviève Rousselet, toujours très observatrice, a remarqué le malaise du docteur. Le docteur a changé du jour au lendemain. Il était tendu, irritable. Je peux même dire qu'il m'envoyait balader, carrément. Je ne supportais plus Geneviève. J'avais peur qu'elle ne soit trop curieuse. Je ne pouvais bien évidemment pas lui parler du colonel Bénard, ni de la mission que l'on m'avait confiée.
Et puis le jour du rendez-vous avec Monsieur Berthier a fini par arriver. Quand Monsieur Berthier est arrivé, il avait une grosse mallette et un manteau en peau. Un vêtement très chaud. Je lui ai proposé de mettre tout ça de côté, comme je le fais toujours, mais il n'a pas voulu. Monsieur Martin est arrivé, alors qu'il était déjà venu la semaine précédente. Il n'avait pas rendez-vous, mais le docteur m'a demandé de le faire patienter en salle d'attente, qu'il le prendrait entre deux. Mon cœur battait à 100 à l'heure quand j'ai fait entrer Monsieur Berthier. Il n'a semblé ne rien remarquer. Il m'a parlé de son voyage en Sibérie, de son dos, que malgré l'opération, il souffrait toujours. Alors je lui ai proposé un analgésique. J'ai été préparer la piqûre et sans trembler, je l'ai faite. Monsieur Berthier s'est assoupi en 2 ou 3 minutes. C'est alors que l'agent Martin s'est glissé dans le cabinet et a procédé à l'échange comme prévu. Il a pris les plans dans la mallette de Monsieur Berthier et les a remplacés par d'autres. L'opération se déroule parfaitement. Les plans ultra secrets qui mettent en danger la sécurité du pays sont subtilisés et échangés par d'autres, falsifiés, naturellement. Le docteur Andrieux tente d'oublier cette péripétie et reprend le rythme normal de ses consultations. Pas pour très longtemps. Quelques semaines plus tard, le nom d'un patient inscrit sur son carnet de rendez-vous lui glace le sang. Quand le colonel Bénard a appelé, il m'a demandé le dernier rendez-vous de la journée. Il m'a dit qu'il était déjà venu, et là, j'ai compris que c'était l'homme élégant que j'avais croisé dans les escaliers. Mais l'homme élégant qui entre, le soi-disant colonel Bénard, est en réalité un ennemi de la France. Le colonel était totalement différent. Il m'a vraiment fait peur. Il m'a dit que désormais, mon cabinet lui servirait de boîte aux lettres, de lieu de rendez-vous pour ses agents. Mais quels agents? Tout à coup, l'horreur de la situation m'a sauté aux yeux. C'était bien des espions, mais pas au service de la France. J'étais piégé. J'avais collaboré une fois, et maintenant j'étais obligé d'accueillir ces hommes quand ils le voulaient. Le docteur Andrieux s'est fait avoir. Moi, je pense que tous ces mots, armement, espionnage, DGSE, lui ont tourné la tête. Bon, c'est vrai que dans nos services, bien sûr que le secret est de mise, évidemment. Hein. Enfin bon, on vit pas dans un James Bond. Ils avaient la preuve de ma complicité. Il a rajouté que mon téléphone était sur écoute, que mon courrier était surveillé, qu'ils avaient placé des micros partout dans le cabinet. Le pire, c'est quand il a menacé ma femme et mes enfants. Il a fait la même chose avec Geneviève. Le docteur Andrieux est anéanti par ce rebondissement. Dans un premier temps, il est tenté d'appeler la police et de raconter sa mésaventure dans ses moindres détails. Un coup d'œil jeté sur la photo de sa femme et de ses enfants qui ornent son bureau le dissuade de commettre une telle folie. Tandis qu'il se morfond, une idée lui traverse l'esprit. Il s'empare d'un dossier et le consulte fébrilement. Je me suis souvenu que parmi mes patients, un homme pouvait me sortir de ce mauvais pas. Il s'appelait Monsieur Bosson. Il était à l'époque haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Je n'avais plus qu'à attendre la date de ce rendez-vous et à trouver la meilleure façon de procéder. En tout cas, le docteur Andrieux a eu un très bon réflexe. En effet, nous, à la DGSE, on dépend du ministère de la Défense, mais on est très proche aussi de l'Intérieur. Et donc, il fallait qu'il parle à quelqu'un de confiance, c'est évident. Et il a eu l'idée de parler à Monsieur Besson, que je connais par ailleurs, et effectivement, c'était un très bon choix. Le seul problème qui lui restait, c'est qu'il fallait qu'il trouve un moyen discret pour alerter son interlocuteur sans se faire repérer, parce qu'effectivement, il était surveillé par ses hommes. Monsieur Bosson a bien voulu nous raconter sa version des faits. Pardonnez-moi, j'ai vraiment peu de temps à vous accorder. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais rendez-vous à 9 h chez Andrieux et que je suis arrivé à l'heure dite. Une des qualités de ce médecin, c'est sa ponctualité. Moi, j'aime ça. Je savais qu'à 9 h 30, nous aurions terminé et que je serais à l'heure au ministère. Et alors, il s'est mis à m'examiner comme il ne l'avait jamais fait. Et chaque fois que j'essayais de lui dire un mot, il me faisait signe de me taire, comme si quelqu'un nous épiait. Monsieur Bosson venait juste pour une visite de routine. Je peux vous assurer que je l'ai examiné consciencieusement,
afin de justifier la suite de mon plan. Je me suis assis face à lui après l'examen et Andrieux a commencé à rédiger son ordonnance. Mais ça n'en finissait plus. J'ai même cru que j'avais un problème. Alors il m'a tendu une première feuille en me demandant si j'arrivais à le relire. Ah. Et là j'ai compris. J'ai fait comme si de rien n'était et je l'ai remercié pour son professionnalisme. J'ai détaillé toute l'histoire sur mes ordonnances pour que M. Bosson puisse donner des éléments précis à son ministère. Heureusement pour moi, il a vite compris. Alors, dès mon retour au ministère, bien entendu, j'ai alerté immédiatement mes collègues de la DGSE. Ils ont assez rapidement mis la main sur les dénommés Martin, Berthier et le colonel Bénard, là, un barbouze. Ils ont été interrogés. Moi, j'ai laissé la DGSE faire son boulot. Je suis juste retourné voir ce pauvre Andrieux pour le rassurer, lui et sa famille. Et lui faire bien comprendre qu'on ne se mêle pas des affaires d'État. J'ai su par la suite que M. Berthier était bien employé par un bureau d'études français en Russie et que ses services étaient tout à fait légaux. Quant aux deux autres, Bénard et Martin, son supposé coéquipier, ils ont été arrêtés et mis en prison. Ils étaient surveillés par les services français. Inculpés d'intelligence avec une puissance étrangère, Martin et Bénard sont placés sous les verrous. Quant au docteur Andrieux, lorsque Geneviève, son assistante, inscrit sur son carnet de rendez-vous le nom d'un nouveau patient, il la regarde un instant en fronçant les sourcils, et puis il éclate de rire. Il y a une quinzaine d'années, dans un aéroport parisien, une hôtesse lance pour la 3e fois un appel. Anna Fernandez, passagère du vol 1247 à destination de New York, est priée de se présenter porte 2 pour un embarquement immédiat. L'hôtesse, sachant qu'Anna Fernandez a enregistré ses bagages au comptoir de la compagnie, s'étonne qu'elle ne se présente pas à la passerelle d'embarquement. S'est-elle perdue dans l'aéroport? A-t-elle été victime d'un malaise? A-t-elle décidé de voyager sur un autre vol, puis de récupérer ensuite ses bagages à New York? Il est assez fréquent que des passagers manquent leur avion, mais dans ce cas, ils n'enregistrent pas leurs bagages. Madame Fernandez s'était présentée à notre guichet avec ses valises à la main 2 heures plus tôt. Elle avait un billet première classe. Je me souvenais d'elle parce que c'était une femme très élégante. Je l'ai enregistrée sur le vol, j'ai checké son billet, son passeport. Elle était de New York. J'adore cette ville. On a échangé quelques mots sur son séjour à Paris. Et puis, avant de partir, elle m'a demandé la direction de la zone fumeur. Au moment de l'embarquement, elle ne s'est pas présentée. J'ai eu beau l'appeler 3 fois au micro. On a débarqué son bagage et l'avion a décollé sans elle. Où est passée Anna Fernandez? La police ne va pas tarder à la retrouver. Les hommes m'ont prévenu qu'il y avait un truc inhabituel dans les toilettes des femmes. Et c'était peu dire sur leur découverte. Quand je suis arrivé sur place, j'ai vu des pieds qui dépassaient de la cabine du fond. C'était ceux d'une femme. La porte était verrouillée de l'intérieur. J'ai pensé qu'elle avait eu un malaise. On a eu beau crier, aucune réponse. Alors j'ai fait défoncer la porte. Il y avait beaucoup d'agitation, les vigiles couraient partout. Moi j'ai essayé de savoir ce qui se passait. J'ai demandé à une collègue qui revenait des toilettes. Elle était livide. On avait retrouvé le corps d'une femme dans les toilettes. La victime était encore assise sur le siège, vraisemblablement surprise par son assassin. Elle avait reçu plusieurs coups de couteau au thorax. Mais alors le plus terrible, c'était ses yeux verts. On les avait extirpés de leur orbite, puis on les avait placés délicatement dans le creux de ses mains, que le tueur avait pris soin de refermer. Pour moi, c'était l'œuvre d'un malade. Le relevé des empreintes digitales trouvées dans les toilettes n'ayant rien donné, le commissaire Pellerin se penche sur les papiers d'identité trouvés dans le sac à main de la victime. La femme se nommait Anna Fernandez. Elle était âgée de 30 ans, domiciliée à New York, de nationalité colombienne. Elle était riche, faisait de fréquents voyages à Paris pour acheter des articles de luxe et assister aux collections de haute couture. Un détail surtout retient l'attention du policier. Cette femme, sauvagement assassinée, était l'épouse du consul de Colombie à New York. Paris, New York, la Colombie. Pellerin s'interroge. S'agirait-il d'un sordide règlement de compte lié au milieu
des narcotrafiquants. On a très vite écarté la piste du trafic de drogue. En effet, rien ne pouvait démontrer que la victime avait un quelconque lien avec un réseau. Par contre, j'étais plus obsédé par cette histoire des yeux verts. J'ai donc fait appel à un profileur. La police utilise parfois le concours de ces psychologues spécialistes des profils criminels. Simon Villetard est un de ces profileurs habitués aux enquêtes policières. Alors, lorsque l'on veut esquisser le profil d'un criminel, on doit toujours commencer par définir ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le mode opératoire. Ça veut tout simplement dire qu'on va recenser et analyser tous les éléments, tous les détails qui concernent le crime en question. Comme par exemple, le lieu et l'heure du crime, les caractéristiques de la victime, la position du corps, le type de matériel et le type d'arme utilisée, enfin, etc. Eh bien, dans le cas de Madame Fernandez, hormis l'arme du crime, rien de ce type d'analyse ne permettait de s'orienter vers la piste d'un règlement de compte entre trafiquants. Par contre, les yeux verts de Mme Fernandez, retrouvés au creux même de ses mains, constituaient ce qu'on appelle, en termes d'analyse criminelle et d'investigation criminelle, la signature. Alors, la signature du criminel, évidemment. Et ça, c'est très important parce que ça permet de comprendre qu'une fois la victime sans vie, l'auteur de l'assassinat passe du temps pour mettre en scène la dépouille mortelle. Et plus qu'un rituel particulier, c'est pour lui l'occasion d'apposer véritablement sa marque propre sur le crime qu'il vient de commettre. Ces détails permettent d'effectuer des recoupements entre homicides similaires et d'essayer de déterminer le mobile du meurtrier. Souvent, le tueur psychopathe ne se contente pas d'ôter la vie, il éprouve le besoin d'exorciser un souvenir douloureux à travers un symbole. Ainsi, la victime n'est pas forcément choisie pour ce qu'elle est, mais davantage pour sa force d'évocation. Elle devient l'exutoire d'une colère refoulée. Le commissaire et son équipe sont inquiets. Ils n'ignorent pas qu'une signature telle que celle qu'ils ont retrouvée sur la scène du crime est le signe distinctif d'un tueur en série. On savait qu'il allait récidiver, donc le temps était compté pour nous. J'ai donc contacté les différents commissariats pour voir quelles étaient les affaires qui pouvaient avoir une similitude avec notre crime. Et au bout d'un certain temps, on a vu que rien ne correspondait à cette affaire. C'était peine perdue, on avait échoué. Tout corroborait le profil du tueur en série. Tout d'abord, l'incapacité qu'on avait à établir un lien préalable entre le tueur et sa victime. Ensuite, le lieu même, l'aéroport, où il y avait profusion de femmes qui passaient, qui permettait à l'agresseur un grand choix parmi ses victimes. Donc, le type de sélection qu'il allait faire. Enfin, la signature. Tout corroboré, sauf un détail d'importance, pas n'importe lequel, puisque la victime avait été retrouvée partiellement dénudée, et pourtant, elle n'avait pas subi de sévices sexuels. Or, vous savez, dans le cas des criminels de cette trempe, des tueurs en série plus précisément, mais on sait maintenant qu'ils passent la plupart du temps à l'acte sous l'influence de leurs pulsions plus ou moins refoulées. On peut même dire que ce type de passage à l'acte est le fruit d'un passé tortueux et que dans la plupart des cas, ces individus ont été eux-mêmes abusés et victimes d'abus extrêmement divers. Malgré qu'on avait une signature qui était un indice précieux pour nous, on n'arrivait pas à trouver une similitude avec une affaire quelconque. Du moins, c'est ce qu'on pensait. 3 mois après le drame, toutes les pistes semblent épuisées. Mais le commissaire s'entête. Il charge l'un de ses adjoints de fouiller dans les archives, de remonter le temps. Et cette tâche ingrate finit par porter ses fruits. En effet, le policier découvre un article de presse daté d'avril 1980 et intitulé « L'étudiante aux yeux verts ». Je cite « L'étudiante assassinée s'était fait remarquer dans l'université par ses splendides yeux verts. Un jeune homme suspect avec lequel elle s'était récemment disputée est actuellement interrogé par la police. » Le commissaire Pellerin tient enfin un élément tangible. Peut-être y a-t-il un lien entre les 2 meurtres. Mais lequel? S'agit-il de la couleur et de la beauté des yeux de la victime? L'étudiante aux yeux verts avait eu une altercation avec un de ses camarades, un dénommé Jérôme Rancier. Le type était fou amoureux d'elle, mais elle ne partageait pas du tout ses sentiments, et d'ailleurs elle l'avait conduit devant ses autres copains. Le corps de la jeune fille a été retrouvé quelques heures après. J'ai pensé qu'il était intéressant de creuser cette histoire. C'est pour ça que je me suis rendu chez la mère de ce Jérôme Rancier.
Mon fils a toujours clamé son innocence. Je savais qu'il aurait été incapable de tuer cette jeune fille. Mais les jurés en avaient décidé autrement. Toutes les apparences étaient contre lui. Jérôme Rancier a toujours clamé son innocence. Mais le jeune homme a quand même été condamné à 20 ans de prison. Et rebondissement. En 88, un autre homme a été arrêté pour le meurtre d'une autre jeune fille. Et là, c'était vraiment un tueur en série. Au fil de ses aveux, il a avoué le meurtre de la jeune étudiante aux yeux verts. Jérôme a été innocenté, puis libéré. Mais dans sa tête, il n'est jamais vraiment sorti de prison. Il était obsédé par le fait d'avoir été victime d'une erreur judiciaire. Lui qui avait toujours crié son innocence, personne ne l'avait cru. Ses amis s'étaient éloignés. J'étais la seule à le soutenir. En sortant de prison, il a eu beaucoup de mal à retrouver une vie normale. Si tant est qu'on puisse retrouver une vie normale après ce qu'il avait vécu. Je me faisais un sang d'encre pour mon fils. Il était déprimé, seul. Heureusement qu'il avait son travail à l'aéroport. Lorsque sa mère m'a dit qu'il avait un boulot à l'aéroport, j'ai tout de suite pensé qu'il y avait un lien entre Jérôme Rancier et Anna Fernandez. Alors j'ai convoqué le jeune homme au commissariat. Je l'ai placé en garde à vue. Il est très vite passé aux aveux. Ce matin-là, la première femme aux yeux verts qu'il a rencontrée dans les toilettes, c'était Anna Fernandez, m'a-t-il dit. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi s'en prendre à une parfaite inconnue. Quel en était le mobile? La vengeance. Mais la vengeance contre qui? Contre la société, qui l'avait condamné à tort pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Pour Jérôme Rancier, l'équation était simple. Il avait fait 7 ans de prison pour un meurtre, donc la société lui devait un meurtre. Et ce meurtre, il l'a accompli. Il a placé les yeux en évidence pour nous mettre sur sa piste. Œil pour œil, dent pour dent. Dans sa folie meurtrière, Jérôme Rancier avait appliqué la loi du talion. Naturellement, vous l'aurez compris, ce raisonnement absurde et terrifiant est le fruit d'un déséquilibre pathologique. Et la place du meurtrier vengeur est dans le service psychiatrique d'un hôpital plutôt qu'en prison. Zach a 19 ans et cela fait 19 ans qu'il vit dans la même barre du même grand ensemble de la région parisienne. Il n'a jamais connu d'autre horizon, d'autre environnement. Alors forcément, il s'imagine que son avenir est tout tracé. Et pourtant, Zach a tort, car 2 anges se sont penchés sur son destin, un bon et un mauvais. Cela ressemble à un conte de fées, direz-vous, c'est vrai, mais il arrive parfois que les histoires de la vie réelle aient des allures de conte. Le mauvais ange de Zach s'appelle Paco. Ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont le même âge, mais Paco a toujours été plus mûr, a toujours imposé son ascendant. Ils ont été à l'école ensemble, dans la même classe, et c'est ensemble qu'ils se sont détournés des études. C'est après leur scolarité que les choses ont vraiment mal tourné. Dans la cité, Paco s'est vite imposé comme un chef de bande. Zach l'a suivi par désœuvrement plus que par goût, et l'escalade dans la délinquance a commencé. Zach est sous le coup d'une menace d'emprisonnement, au premier écart de conduite. Reste le bon ange, lui ne s'est pas encore manifesté. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les circonstances de son apparition ne sont pas ordinaires. C'est même tout le sujet de cette histoire. Olga, mon enquêtrice, est retournée sur les lieux du drame pour y rencontrer les témoins de cette incroyable histoire. Le décor de cette étonnante histoire est celui d'une banlieue parisienne. Zach a 19 ans. Il a grandi ici. Persuadé que son avenir est barré par les murs de la cité, Zach ne s'est jamais vraiment intéressé à l'école. Et il a glissé sur la pente de la petite délinquance, vol à l'étalage et trafic de marijuana. Son meilleur ami, c'est Paco, 19 ans lui aussi. C'est un chef de bande, un vrai petit caïd, qui ne connaît qu'une loi, la sienne. Cette histoire commence le jour où Paco met dans les mains de Zach un Beretta calibre 9 mm. Une arme qui va changer à jamais le destin de Zach.
Celui-ci vit depuis toujours sous l'influence de Paco. C'est d'ailleurs à cause de Paco que Zach est aujourd'hui en liberté conditionnelle. Il sait qu'au premier écart de conduite, il sera enfermé pour 3 mois ferme. C'est peut-être pour cette raison qu'il hésite à prendre l'arme. Zach? Je peux vous appeler Zach? Ouais. Donc ce jour-là, Paco, votre ami d'enfance, je crois, vous met une arme entre les mains. Ah, c'était un cadeau. Enfin, c'était juste pour frimer. Hein. Mais en vérité, là, je sais pas, je le sentais pas. Mais pourquoi? Vous pensiez qu'il avait une idée derrière la tête? Bah ouais, il avait 2 Beretta. Un pour lui, un pour moi. Puis il disait que c'était pour intimider un mec qui devait de la thune depuis longtemps. Oui, donc ce jour-là, Paco voulait juste que vous vouliez dire récupérer son argent. Voilà. Bon, en fait, on voulait juste lui foutre la trouille au départ. C'est tout. Zach, tu vois le mec rasé là, avec la métisse? C'est lui qui me doit l'oseille. Tu vois? Ce que je vais faire, je vais aller, je vais pas mélanger, je vais tranquillement, tu vois? Mais de toute façon, si sa mère, t'es là, j'ai confiance. Excuse-moi. Viens voir. Mon oseille, il est où? Quel oseille? Y a pas d'oseille. L'oseille que tu dois, l'oseille. Y a pas d'oseille, qu'est-ce que tu me racontes? Ça je fait- prends pas de nuit, y a pas d'oseille, mon frère. Ça fait des mois. Enterré l'histoire, y a pas d'oseille. Quel est l'enterré? Tu te fous de ma gueule? Elle a enterré quoi? Laisse-les, prends la voiture, prends la voiture. Je sais pas où il est, je sais pas, putain. Zach, regarde, regarde. Il est là, il doit se cacher là. Attends, joue-moi là. Paco est fou de rage, prêt à en découdre. Zach est dépassé par les événements. Ce qui devait être une simple intimidation se transforme en chasse à l'homme. J'ai tiré. 2 fois. Bah, tu le fais par réflexe. Hein. T'as peur, tu tires, tu réfléchis pas. C'est la première fois que vous tiriez avec une arme? Ouais. Mais c'est difficile à expliquer, il y avait trop de bruit. Moi aussi, je me suis mis à flipper, et puis... je sais pas, il y a un truc en toi, une montée d'adrénaline, et puis voilà, quoi, après... Je suis pas fier, hein. Puis après, Paco, il s'est mis à gueuler pour qu'on se tire. Tu m'as déçu, Zach, putain. Quoi, je t'ai déçu, attends. Dis-toi, il peut sortir n'importe où. Est-ce que tu seras là ou pas, putain? T'es même pas là, Zach. Putain, ta gueule. T'es ta même gueule, pas ta là, gueule. putain. Putain, ma parole, je vais le dégommer, ton... Il est là, l'autre. Viens, viens. Viens, fais-toi. On va le coincer. Piqué au vif dans son orgueil, Zach a tiré n'importe comment. Et c'est maintenant que sa vie va basculer. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai entendu appeler au secours. Zach découvre à terre une jeune femme blessée. Que doit-il faire? S'enfuir ou rester à ses côtés? Oh. Respire. Respire, tu m'entends? Respire. Est-ce que vous avez vu tout de suite que Nadia s'était pris une balle perdue? Bah ouais, elle avait du sang qui coulait partout, sur sa poitrine. Elle en avait plein la figure. Moi, j'arrivais pas à décoller mes yeux d'elle. Elle pouvait pas parler, mais... avec son regard, elle disait tout. Je vous jure, elle m'a harponné avec ses yeux. Et Paco, il était parti? Ferme pas les yeux, hein. Surtout tu fermes pas les yeux, tu me regardes. Qu'est-ce que tu fais, Zach, putain? Mais regarde ce qu'on a fait! Pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Mais regarde, putain, elle est en train de crever! Casse-toi! Casse-toi! Mais reste là, t'es une baltringue, toi, de toute façon. Putain, ils sont où? Mais c'était risqué pour vous de rester, non? En plus, Nadia, elle devait avoir tout vu. Ah ouais, elle embrouille tout, quoi. Nos 2 faces, si elle parlait, j'étais fait. Hein. Mais vous vous êtes jamais dit que c'était peut-être vous qui l'aviez mise en cet état? Bah, je savais pas vraiment, mais... En tout cas, je me sentais trop bizarre. Vous avez eu peur? Ouais. Vous avez pensé qu'elle pouvait mourir? Paco s'est enfui et Zach est resté. Il est à la fois fasciné par la jeune fille C'est ici, là! et paniqué de la voir si grièvement blessée. Regarde-moi. Des passants ont appelé le SAMU. Je t'en supplie, ouvre les yeux. Ça y est, ils arrivent, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Vous savez, là où j'ai grandi, d'habitude, t'es fort si t'as peur de rien. Dans la cité, face à une meuf, tu dois être dur. Hein. Bah là, je sais pas pourquoi, je me suis dit ce qui serait plus fort, ce serait de la sauver.
Mademoiselle, mademoiselle. C'est quoi votre nom? Dépêchez-vous, les gars. Attention, attention. Un bon signal. 3, 2, 1, allez-y. Attention, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. Vous appelez comment? Zach. Bravo, Zach. Vous lui avez sauvé la vie. Dans le feu de l'action, Zach n'a pas réfléchi et a donné son nom à un médecin. Ça va aller mieux, mademoiselle, ça va aller mieux, calmez-vous. Allez, vite, la riboisière, vite, allez. Ça va aller, mademoiselle. Non, non, ne vous endormez pas. Dès le lendemain, encore bouleversé par l'aventure, Zach va trouver son éducateur. Zach, t'es en conditionnel, quoi. Ben, je sais que je suis en conditionnel. Mais tiens, tu as un carreau, bordel! Pas me gueuler. Non mais moi ça sert à rien que je sois là alors, hein, mon vieux. T'es en conditionnel, tu te tiens un carreau, tu te fais discret, et là je veux plus entendre parler de toi, ok? Mais oui, mais là c'est trop tard. Je veux plus entendre parler de toi. C'est trop tard là, ça s'est passé le truc, je viens de voir parce que je sais pas quoi faire. Ouais, c'est chaud ça. Bonjour. Ça va bien? Vous êtes pas du quartier, je crois. Non. Ça va où là? Non, non, ça va. Vous êtes sûr? Oui, oui. Excusez, madame. Mademoiselle. Vous êtes mignonne là quand même, un peu. Je la connais, toi. Ouais. Ah, bonjour Camille. Salut, je suis Luc. Vas-y, entrez, entrez. Installez-vous, les patrons. Salut les gars, un peu de calme s'il vous plaît, je suis en rendez-vous là, ok? Jamel, je compte sur toi, ok? Tu les emmènes dehors et tout. Allez, à tout à l'heure. Excusez les gars, ils sont toujours comme ça, ils sont impressionnants mais ils sont pas méchants, c'est vraiment des gentils gars. C'est la première fois que vous venez dans une cité? Oui, oui. Ouais, bah, c'est toujours comme ça, voilà. Alors, vous voulez parler de Zach? Oui, s'il vous plaît. Je me suis dit qu'étant éducateur, vous deviez savoir beaucoup de choses. Et justement, on m'a dit qu'il est venu vous voir tout de suite après la fusillade. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que précisément, vous l'avez dit, quoi, je suis son éducateur, je le suis depuis ses premières bêtises, en fait, et il a confiance en moi. Il vous a paru comment? Il était inquiet? Ouais, très inquiet, très énervé, très agité. Il avait besoin de soulager sa conscience sans être jugé. Et pour ça, il est avec moi. Oui, évidemment, il ne pouvait pas parler de la fusillade à sa famille, c'est sûr. Ni de la jeune fille à ses copains. Surtout pas de la jeune fille, là, ses copains se seraient foutus de lui. Non, il est arrivé, il était super agité, il me parlait de ses blessures, de son visage, je comprenais pas grand-chose. Il voulait la revoir, là. Tout de suite, c'est devenu son obsession, quoi. Mais est-ce qu'il a osé vous dire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé? Ouais. Sur le règlement de compte, tout ça? Ouais, j'ai dû le pousser un petit peu, mais il m'a tout dit, la soirée, la fusillade. Il m'a même dit comment il s'y était pris pour se débarrasser du cadeau de Paco. Le flingue, il est où, Zach? Le flingue, je l'ai balancé. Où ça? Ben, je sais plus, je l'ai balancé, j'ai flippé, je l'ai balancé d'un pont. En effet, après une nuit blanche, à repenser à ce qui s'était passé, Zach a fini par jeter le pistolet dans la Seine. En fait, Zach voulait savoir ce qu'il risquait. Évidemment, ça dépendait de qui avait tiré les balles qui avait touché la jeune fille, quoi. Nadia, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en tout cas, il risquait beaucoup, quoi. Alors moi, je lui ai conseillé de se tenir à carreau, quoi, de pas se faire remarquer. Mais vous auriez pu le dénoncer aussi. Hein. C'est vrai, mais vous savez, Zach, c'est pas un mec de la trempe d'un Paco, par exemple. Ouais, silence. Ok? Non, mais tu le pas. C'est quand même. Vous savez, Zach, c'est pas un mec de la trempe d'un Paco, par exemple. Voilà, hein. C'est un gars gentil, généreux, serviable. Et ça, je le savais, quoi. C'est vraiment le genre de bonhomme pour qui on a envie de se défoncer, quoi. Parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, il peut devenir quelqu'un de bien. Mais la jeune fille hante toujours les pensées de Zach. Il est tiraillé entre un sentiment de culpabilité et une fascination pour ce regard qui a accroché le sien quand ils attendaient les secours. Il va traîner du côté de l'hôpital où elle a été emmenée. Mais bon, je me voyais pas me pointer à l'accueil et dire « Bonjour madame, je voudrais avoir des nouvelles de la meuf sur qui j'ai tiré hier soir. » Mais vous auriez pu vous présenter comme son frère ou son petit ami. Bah ouais, mais bon, je connaissais même pas son nom. Et puis, si je posais trop de questions, j'avais trop peur qu'il me donne direct au keuf. Je sais pas comment t'expliquer. Zach, est-ce que c'est toi qui as tiré sur la nana? Est-ce que c'est toi qui as tiré sur la nana? On a tiré tous les deux, je te dis. Après, je sais pas où est la balle, elle fait ce qu'elle veut. Je sais pas si c'est la sienne ou la mienne, arrête. Mademoiselle,
À défaut de retrouver la jeune fille dont il ne connaît pas le nom, Zach espère retrouver le médecin du SAMU à qui il a parlé la veille. L'autre thorax, hémorragie contrôlée. Pouls 110, état stable, sous 10 essais de morphine. Ça va aller, mademoiselle? Et puis en fait, après, je suis rentré dans l'hosto. Et j'ai essayé de voir si je pouvais l'apercevoir comme ça, en rentrant dans les chambres. Vous avez pas demandé son nom à l'accueil? Bah si, j'ai fini par y aller, la meuf, là, l'infirmière. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Amida et qu'ils l'avaient transférée ailleurs. Mais bon, ils ont pas voulu me dire où c'était parce que, bon, je suis pas de la famille. Au moins, elle était vivante, Nadia. Nadia Amida. C'est un début pour Zach. Il peut maintenant mettre un nom sur le visage de la jeune femme qui occupe ses pensées. C'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé des recherches pour essayer de la retrouver? Ouais. Ouais, mais bon, à la cité, il y avait tous les mecs qui me chambraient. Ben, pourquoi? Parce que je venais de tirer avec un flingue, alors pour eux, je devenais quelqu'un, quoi, tu vois. Ah, oui. Mais moi, j'en étais malade d'avoir shooté Nadia. Excusez-moi, monsieur. Contrôle d'identité. La fusillade a donné lieu à l'ouverture d'une enquête. Les contrôles d'identité se multiplient. Zach et Paco se font tout petits. On apprend vite que les balles qui ont touché Nadia proviennent d'un Beretta de calibre 9 mm. Zach a bien fait de se débarrasser de son arme. C'est déjà vu, non? Peut-être, ouais, peut-être. C'est déjà vu. La police est remontée jusqu'à vous? Non, Paco, il avait dit aux flics qu'on lui avait piqué son flingue juste avant la fusillade. Et le mien, il n'était pas déclaré. C'était le seul à savoir pour moi. Donc s'il disait rien, bah, j'étais tranquille. Zach peut être tranquille tant que son ami Paco ne dit rien. En attendant, les armes n'ayant pas été retrouvées, l'enquête piétine, puis s'enlise. Bientôt, la cité retrouve son calme. Zach peut recommencer à circuler librement, comme si rien ne s'était passé. Pendant 2 mois, j'ai pensé qu'à elle tous les jours. Et puis j'ai fini par retrouver sa trace dans un hôpital à Clichy. Mais bon, quand je me suis pointé, elle était déjà partie. Vous avez essayé le bottin? Bah ouais, j'ai fait tous les amis de banlieue, même de la France, des fois qu'elle aurait déménagé. Et vous avez pensé à abandonner? Ah non. Non, ça non. Mais j'étais trop mal. Je traînais dans le bus, il y a même un moment où j'ai pris tous les jours sa ligne. Tout ce que je savais d'elle, c'était qu'elle était de la banlieue ouest. Et puis je voulais pas laisser tomber. Nadia a repris le cours de sa vie. Elle travaille dans la boutique de son père. Oh, vraiment? Ouais. Ça coûte combien? Je me souviens plus, Salut, ça date papa. Salut, petite mère. Ça va? Bonjour. Ma fille Nadia. Bonjour. Ma raison de vivre qu'on a failli m'enlever. Arrête. C'est la dame qui vient t'interroger sur cette fameuse histoire. D'accord. Bon, on va aller dans le fond, ce sera mieux, on sera plus tranquille. Ok. Tout à l'heure. Voilà. Waouh. C'est beau. Ouais. Vous savez que j'ai vu Zach hier? Ah oui? Oui. On a beaucoup parlé tous les deux, mais justement, il y a 2 ou 3 points que je voulais éclaircir avec vous. Par exemple, je me demandais pourquoi vous étiez à cet endroit, ce jour-là. En fait, j'avais fait un babysitting le soir. Mes parents étaient rentrés assez tôt et du coup, j'avais eu le temps de prendre le dernier bus pour rentrer chez moi. Quand ça s'est passé, j'attendais à l'arrêt. Vous avez pris 2 balles, je crois? Oui. La première balle m'a perforé un poumon et la deuxième balle a touché le nerf optique de mon œil gauche. Et du coup, ma vision est un peu troublée de cet œil-là. Mais ça se voit pas du tout? J'espère bien. Je fais tout mon possible pour que les gens remarquent pas mon handicap. Ma vision est réduite, mais je vois quand même. Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous, mademoiselle. Jeune femme, 20-25 ans, blessure par balle, double impact. Pouls 110, sous 10 essais de morphine. Ça va aller, mademoiselle? Vous vous réveillez à l'hôpital, on vous apprend que vous venez de perdre un œil. Mais comment on peut gérer un truc pareil à 20 ans? Bah, d'abord, je me suis dit que j'étais vivante. Et puis ensuite, j'ai dû réapprendre à vivre, à trouver de nouveaux points de repère. Et à faire un petit peu le ménage dans ma vie. Ouais. Et vous décidez de poursuivre vos études, coûte que coûte. C'était très important pour moi. Et puis, il n'y avait aucune raison pour que je m'arrête. C'est fou, je vous écoute parler, là, je ressens aucune rancune, aucune colère.
Même pour votre agresseur? C'était pas moi qui étais visée. Puis on ne saura jamais vraiment qui a tiré. La seule chose dont je suis certaine, c'est que Zach m'a sauvé la vie. Oui. Mais revenons à Zach. Nadia l'obsède et il ne sait pas comment la retrouver. Alors j'ai cherché Nadia pendant des mois. Dans le bus, le métro, le RER. Dans tous les sens. Et un jour, vous décidez de laisser tomber? Bah ouais. Ouais, je me suis dit, si ça se trouve, elle est à l'autre bout de la France. Ou même elle est retournée au bled. Ouais. Alors j'ai lâché l'affaire. Tu sais, comment ça s'appelle Farid, là? Découragé, Zach abandonne ses recherches et retourne naturellement à ses mauvaises fréquentations, à ses mauvaises habitudes et à ses mauvais plans. Il gravite à nouveau autour de Paco et de ses amis. Vous vous souvenez de Zach? Son visage était gravé dans ma tête. Mais vous avez pris une décision incroyable. Oui, mais il fallait que je le retrouve. Je sais pas, je pouvais pas m'arrêter comme ça. J'avais envie de savoir qui il était. Je savais qu'il y avait quelque chose. Maktoub. C'était écrit. Alors, évidemment, tout le monde trouvait que c'était une très mauvaise idée. À commencer par mon père. Oui, ça j'imagine. Mais là, il a dû terriblement angoisser. Ça vous dérange pas si je pose quelques questions à votre père? Oh non, je pense pas, non. Papa, tu peux venir, s'il te plaît? Tu veux pas qu'on fasse calme, non? Écoute, je te laisse, c'est le général Nadia qui m'appelle, faut que j'obéisse. Je te rappelle tout à l'heure. Je suis désolée de vous déranger, hein, mais je voulais juste vous poser une question. Je viens de parler avec Nadia, là, un petit moment, et je voudrais savoir ce que vous avez ressenti quand elle vous a annoncé qu'elle voulait retrouver Zach. Vous savez, si j'avais tenu ces énergumènes entre les mains à ce moment-là, je crois que je les aurais tués. Je sais bien qu'un homme ne doit pas parler comme ça, mais... Et elle m'annonce, avec le quart de la vision qui lui reste, qu'elle veut le retrouver. Et vous savez, quand Nadia a décidé quelque chose, hein, je crois qu'il n'y a que lui là-haut qui la comprend. Moi, j'ai renoncé. Hein. Oui, je comprends, mais elle lui devait la vie quand même. Il y a un seul homme sur cette terre qui a de la vie, c'est moi. Compris? Compris. Excusez-moi. Nadia, toujours hantée par le jeune homme qui lui a sauvé la vie, retourne sur les lieux de son accident. Elle retrouve l'arrêt du bus où elle attendait ce soir-là. Oh, il est chaud! Oh, il est chaud! Oh, il est chaud! Oh, le bâtard! Franchement, il est chaud. Franchement, il tue. Hop. Pourquoi tu nous regardes? Je te vois, t'arrives, tu regardes comme ça sur le côté. Nadia se promène dans les environs avec l'espoir d'y retrouver celui qui l'a sauvée. La seule chose qu'elle connaisse de lui, c'est un nom. Zach. Vous n'avez pas eu peur? J'étais morte de trouille. Mais j'espérais qu'il me mette sur la voie de Zach. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai parlé déjà. Vas-y, taille-toi avant que je t'en mette une. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était 40 kilos qui t'oblige à parler comme ça? Va là-bas, va là-bas. C'est pas très bien passé. L'un d'eux a commencé à me bousculer. Ils m'ont cherché un peu. Mais j'ai pas réagi. Et c'est ce qui les a fait flipper et du coup, c'est ce qui m'a sauvée. Ah oui, pour eux, c'était pas normal que je réagisse pas. Une fille qui leur tient tête, ça leur a pas plu. Alors j'ai continué mon chemin. Charrie-moi! Charrie-moi! Oh là là! 40 kilos, 40 kilos! Ça m'énerve, ça m'énerve. La vérité, ça m'énerve. Elle m'a énervé, elle m'a énervé. Eh bah tiens, regarde. Eh, putain, la fille de ma mère m'a vénère. Il y a une meuf là, Zach. C'est qui? Une brune là qui vient, qui nous casse les couilles là. C'est qui? Demande-moi. Ouais, c'est qui? Oh! Le mec, je vais où? Pareil d'une nana qui cherchait un Zach, et là, attends, j'ai compris, je me suis dit, mais c'est Nadia qui me cherche. Je te parle, putain! Qu'est-ce que vous avez ressenti? Voilà, d'abord, je me suis dit que je délirais. Putain, j'étais heureux. Vous pouvez pas imaginer. Alors, je les ai plantés direct. Hein. Cela fait des mois que Zach cherche Nadia et il est tout près de la retrouver. Il court avec l'espoir de la rattraper. Mais il arrive trop tard.
c'est là que j'ai réalisé que j'étais même pas sûr de la reconnaître. Vous étiez amoureux? Quoi? Non, j'étais trop vénère, ouais. À chaque fois que je pensais à Nadia, j'avais comme un truc dans le cœur, une boule qui me... Ça me faisait trop mal. Et vos amis, ils ont su ce qui se passait? Non, non, je crois pas. Puis de toute façon, je pouvais en parler qu'à Luc. Je trouve ça inimaginable que le seul truc qui te préoccupe là, c'est cette foutue nana. Bah attends, qu'est-ce qui m'occupe, papa? Retrouver Nadia, pour lui, ça voulait dire qu'il pouvait, je sais pas moi, tirer un trait sur son passif de délinquant. Par contre, s'il avait continué à traîner avec ce Paco, je savais que tôt ou tard, il plongeait. Oui, il n'arrivait pas à sortir tout seul de ses mauvaises fréquentations. Non, il suffisait que Paco dise un mot, et alors là, je sais pas, il y avait X témoins pour raconter que Zach était armé le soir de la fusillade. Oui, en fait, vous êtes en train de me dire que Zach était victime d'une sorte de chantage de la part de Paco. C'est plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça. Mais en tout cas, il était coincé, quoi. Vous pouviez faire quoi pour lui? Bah, il fallait qu'il retrouve Nadia. Alors j'ai appelé une amie qui bosse dans les télécoms et elle m'a refilé les numéros sur liste rouge. Ah bah d'accord, bravo. Ah d'accord, c'est comme ça que vous avez pu donner les coordonnées de Nadia à Zach. Ouais, je lui ai dit, voilà, maintenant tu te démerdes avec ça. En fait, ça m'amusait complètement. Ah Je d'accord. trouvais ça vraiment super. Non mais c'est vrai, quoi. Si mon boulot pouvait se limiter à ce genre de truc, eh ben, ça serait cool, éducateur de cité. Bon allez, on se calme. Tu viens avec moi, on va aller passer un coup de fil. Tu crois qu'on peut la retrouver, toi? L'idée d'aller là-bas, de sonner à la porte et de dire « Salut, c'est moi », ça me faisait trop flipper. Je sais pas combien de jours j'ai hésité, et puis de toute façon, il y avait Luc qui arrêtait pas de me dire « Alors ?» Alors, un jour, je me suis lancé. Zach prend son courage à deux mains et se rend dans l'immeuble où il croit que Nadia habite. Mais à cette adresse, il tombe sur une famille qui ne peut pas être celle de Nadia. Je cherche Nadia Amida. Amida hết đây. Nadia Amida. Une brune, une fille brune. Je comprenais rien, il y avait des Chinois dans l'appart. Je comprends rien. Et puis, alors ils m'ont dit, les Amida, ils ont déménagé. Nouvel échec pour Zach. La vie semble jouer avec lui comme le chat avec la souris. Un jour, il croit toucher au but. Le lendemain, Nadia a disparu. Quand il pense l'avoir attrapée, elle n'est déjà plus là. Malgré sa persévérance, malgré l'aide de Luc, toutes les pistes ont échoué. Zach n'a plus qu'une solution, écrire à Nadia à sa dernière adresse connue, avec l'espoir que la poste fera suivre le courrier. Zach a l'impression de lancer une bouteille à la mer. J'ai dit que si j'avais de la chance, eh ben, ils devaient faire suivre leur courrier. Mais non, je suis pas le genre de père à lire le courrier de sa fille. Enfin, elle allait finir son droit, elle avait de bonnes fréquentations. Tout commençait à rentrer dans l'ordre. Vous n'aviez pas l'intention de lui donner? Écoutez, si on a déménagé, c'était pour oublier toute cette histoire. Pour tracer un trait. Pour reprendre tout à zéro. J'ai attendu trop longtemps une réponse à ma lettre. J'ai fini par croire que j'étais devenu mytho. Et puis les mois ont passé, et puis j'ai laissé tomber, voilà. Puis je suis retombé dans... Enfin, je me suis laissé entraîner dans les délires de Paco.
Et quand Zach renonce à chercher Nadia, il replonge dans sa vie d'avant. Son éducateur Luc, qui est aussi son ami, est consterné de voir Zach renouer avec ses mauvaises habitudes. J'étais en colère contre Zach. Mais en même temps, je comprenais qu'il soit dégoûté, quoi. Mais il fallait pas qu'il retombe dans ses conneries. Alors je lui ai conseillé de reprendre ses recherches. Oui, c'était le seul moyen pour qu'il dérape pas. En tout cas, c'est le seul qui marchait avec lui. Je me suis souvenu, les gens dans l'appart, ils m'avaient dit que le père de Nadia, il avait un magasin. Et Luc, à ce moment-là, il me dit, mais attends, mais on va faire tous les Hamidas du registre de la chambre de commerce. Et on a réussi. Eh ouais, on l'a retrouvé, la boutique. C'était à Paris. Et oui, Zach a réussi. À quelques pas de lui se trouve enfin celle qu'il recherche depuis des semaines. Elle est là, tout simplement. Il l'a reconnue. Mais de là à faire le premier pas et à l'aborder, Zach est timide. Elle correspondait à ce que vous attendiez? Oh là là, ouais. Elle était trop belle. C'était la classe, quoi. Et vous l'avez abordée? Non. Non, j'ai pas pu. Après 2 ans à attendre ce moment, j'étais incapable de lui parler. J'étais keblo. Zach est bouleversé par tout ce qui lui arrive. Il a trouvé Nadia, mais n'ose pas encore lui parler. Comment se présenter à elle? Comment assumer d'être celui qui peut-être lui a tiré dessus? Toutes ces pensées le perturbent. Et Zach devient absent, pensif, au point d'éveiller l'attention du vigilant Paco. Hein? De quoi, hein? Je sais pas, je te sens bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, tu parles pas, t'es jamais là. Je te sens distant. Ça t'arrive des fois, non? Je sais pas, ça m'arrive, mais ça m'arrive chez moi. Ouais, Je sais pas, tu parles pas trop, je sais pas, ça me fait chier, quoi. J'ai rien à dire. Pourquoi t'as rien à dire? Parce que c'est comme ça. Hein? Mais dis-moi, explique-moi la vérité, j'ai envie de savoir. Mais non, putain, y'a rien, quoi, c'est tout. Dis-moi, refais, j'ai envie de savoir, franchement. Ouais, mais non, mais tu sais, t'es mon meilleur pote. Ouais? Bah, je sais pas, quoi, laisse-moi tranquille, là. Pourquoi? Zach, putain! Zach, me laisse pas comme ça! Zach! Pourquoi tu réagis comme ça, putain? Zach! Zach est comme aimanté par la boutique de Nadia. Jour et nuit, il trouve des occasions de passer à proximité. Un soir, il ose s'approcher pour la première fois des vitrines et se montrer à visage découvert. Il croit que si Nadia le voit, elle le reconnaîtra. Mais Zach ne sait pas encore que depuis l'accident, Nadia voit mal. Sa vision est partiellement altérée. Et puis elle a pas réagi. Je vous dis pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, ça y est, c'est une fille trop bien pour toi. Regarde-toi, t'es qu'un minable. C'est vrai, quoi. Pourquoi elle se serait intéressée à un mec comme moi? Ouais. Vous pensiez que vous étiez fait un film? Bah ouais. Même qu'elle me snobait et tout. Une déconvenue de plus pour Zach. Cette histoire commence à lui peser. Il ne va donc jamais s'en sortir. Mais au moment où il s'y attend le moins, Paco, cet ami, qui ne lui veut pas que du bien, surgit. Il l'a suivi car il sent que Zach lui échappe. Et cette fois, Nadia a pu apercevoir le visage de celui qu'elle cherche. Moi, va te faire Zach! Oh! Arrête, qu'est-ce que tu regardes? Rien, je regarde rien, putain, tu fais! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Putain, vite! Et le lendemain, Paco vous annonce qu'il veut braquer la boutique du père de Nadia, c'est ça? Ouais, et en plus, il veut qu'on le fasse à deux, lui et moi. Et vous pensez qu'il avait des doutes?
Enfin, je veux dire, à propos de Nadia. Bien sûr qu'il savait. C'est pour ça qu'il voulait braquer la boutique. Il me mettait la pression, ce bâtard. Ouais. Et vous aviez peur pour Nadia. Zach est devant un des choix les plus difficiles et importants de sa vie. Va-t-il encore subir l'influence de Paco et mettre en danger Nadia une deuxième fois? Elle est moisie ta boutique, là. Je veux faire la boutique. Attends, j'ai un plan, t'es même pas capable de... Mais quel plan? La boutique. Zach essaie de convaincre Paco que la boutique de Nadia ne vaut pas le coup d'être braquée. Mais Paco s'entête. Quoi qu'il arrive, on va la faire. J'en ai rien à foutre, on fera la boutique. Zach, je t'emmerde. Zach, la boutique orientale, on va la braquer. C'est tout. Que t'es pas content, j'en ai rien à foutre. Ok? Alors je l'ai emmené voir d'autres endroits à braquer, plus intéressants. J'ai même proposé de braquer une banque. Vous lui avez proposé de braquer une banque? Ouais. Une petite, hein. Ah oui, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour l'éloigner de Nadia. Paco a compris qu'il jouait son emprise sur Zach dans cette histoire. Mais c'est décidé, ils braqueront la boutique de Nadia et d'ailleurs les repérages commencent. Zach, influençable et impassible comme à son habitude, semble accepter la situation. Mais il va prendre la plus grande décision de sa vie. Magasin oriental. On va faire mal. J'ai trouvé l'idée. Toi, tu vas te placer là. Moi, juste à côté, on va observer comme ça. On regarde. On l'avance doucement. Boum! Boum, on va ramasser tous nos faits. Tu te rends pas compte, Zach? Finalement, vous avez choisi d'aller à la police. Ouais, mais en fait, c'est lui qui m'a dit mon pote, là, il faut que tu vides ton sac maintenant. Hein. Alors j'ai vidé mon sac, j'ai tout raconté. La fusillade de la supérette, que j'étais armé, Nadia, tout. Et pourtant, vous saviez que vous iriez directement en prison parce que vous étiez déjà en conditionnel. Ouais. Mais ils m'ont proposé un deal et qui serait cool avec moi. Mais il fallait que j'aille au braquage. Il fallait rien changer au plan pour pas que Paco se méfie. Et alors ils se sont mis dans la boutique avec des mecs normaux. Mais vous avez jamais pensé que vous étiez en train de devenir une balance? Le grand jour est arrivé. Dans la boutique, tout semble paisible. Il est où l'argent? Dis-moi, il est où l'argent? Va là-bas, assieds-toi! Assieds-toi, je te dis! Les policiers nous ont rien dit, ils nous ont pas mis dans le coup. Ils sont arrivés un quart d'heure avant les braqueurs. Tout à coup, il y a eu plein de monde dans la boutique. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, ils se sont mis à bafouiller. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose de bizarre. Je savais pas que t'étais Zach. On se calme! N'oublie pas, Zach! N'oublie pas! Balance! J'ai pas eu le temps vraiment d'avoir peur. Toi, par contre... J'ai pas eu peur. Je comprenais pas pourquoi la police embarquait pas Zach avec l'autre, c'est tout. Il était comme agrippé, cramponné à ma fille et il l'embarquait pas. Et c'est dans ces incroyables circonstances que Nadia et Zach peuvent enfin se retrouver. Et là, vous avez compris ce qui s'est passé? Non, c'est la police qui nous a tout expliqué. Après, bien après. Ils nous ont expliqué qu'ils suivaient le copain de Zach depuis un certain temps parce qu'il l'avait dans le collimateur, tout ça. Et ça vous a fait quoi quand vous avez appris que Zach était peut-être l'homme qui avait tiré sur votre fille? Ah, j'étais furax. J'étais furax. Furax et reconnaissant en même temps. Vous savez, elle est un peu compliquée, cette histoire. Hein. 2 fois, ma fille a croisé le chemin de Zach et 2 fois, il lui a sauvé la vie. C'est peut-être pas tout à fait un hasard. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, ça valait le coup d'être patient, finalement. Ouais, c'est clair. En plus, elle vient me voir tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. Et il vous reste combien de temps? Bah là, plus que 2 mois et puis après, je suis sorti. Bon, ça va. Bah merci. Bon courage. Merci. Elle m'attend dehors, là, je crois. Bon, au revoir. Zach doit bientôt sortir de prison. Il pourra alors enfin librement vivre cette histoire d'amour qui avait pourtant
si mal commencé. Le bon ange a donc fini par l'emporter et Zach a été condamné à 4 mois de prison ferme. La justice a été clémente. Elle a retenu à sa décharge sa collaboration avec la police, mais sans qu'elle le dise. Elle a certainement été sensible aussi à l'extraordinaire histoire sentimentale qu'il avait vécue. Rarement, en effet, l'amour aura manifesté à ce point sa toute-puissance et même son extravagance. Nadia et Zach étaient sans nul doute faits l'un pour l'autre, mais la manière dont ils se sont rencontrés et ont fini par se retrouver dépasse quand même l'imagination. Alors, il ne reste plus qu'à leur souhaiter à tous deux, après des débuts aussi mouvementés dans leur idylle, de connaître le sort des gens heureux, dont on dit qu'ils n'ont pas d'histoire.